Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Près de 84 milliards de francs CFA, c'est le nouvel engagement de l'Espagne dans le cadre d'association pays pour les 5 prochaines années. Un prélude à la signature du CAP que dans les jours à venir, les deux pays ont présenté ce matin les axes prioritaires, l'agriculture, la décentralisation et le renforcement de la résilience des populations vulnérables sont parmi les programmes phares. Le modèle PUDC séduit la Sierra Leone et le Libéria. Les délégations des deux pays ont visité des réalisations du programme d'urgence de développement communautaire à Diourbel et à Fatick. À l'issue, les membres des délégations ont été reçus par les responsables du PUDC pour approfondir l'échange d'expériences. Démolition des habitations construites sous l'emprise du collecteur de Anfan. Cela fait suite à l'affaissement d'une partie du collecteur aux HLM 4. L'ouvrage construit il y a plus de 70 ans constitue une menace pour les riverains, d'où l'urgence signalée par l'ONAS de prendre des mesures. Pèlerinage au sein de la chrétienté, l'audience papale, l'un des moments forts de l'étape de Rome. Les pèlerins catholiques sénégalais ont pris part ce mercredi à la sortie publique du successeur de Pierre, opportunité qu'ils ont saisie pour exprimer leur souhait d'accueillir un jour le pape François au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, signaler que le chef de l'État est revenu à Dakar hier nuit en provenance de Brazzaville. Au Congo, le chef de l'État, Macky Sall, était l'invité d'honneur de la 5e édition du Forum Investir en Afrique. À son retour à Dakar, le chef de l'État a été accueilli par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, des membres du gouvernement, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Et c'est sans répit. Le chef de l'État a repris ses activités ce matin. Il a présidé le Conseil des ministres au Palais de la République à la lecture du communiqué d'Araba. Le président de la République qui a donc présidé le Conseil des ministres jeudi, son Excellence le président Macky Sall à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a présenté à l'occasion du Nouvel An musulman ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à toute la Oumma islamique. Il a prié avec l'ensemble de la nation pour un Sénégal prospère dans l'unité, la paix et la solidarité. Il a en outre exhorté toutes les forces vives de la nation à consolider le vivre ensemble en vue d'asseoir la stabilité sociale durable du Sénégal, facteur clé du développement économique et social inclusif. Au titre de la consolidation des performances du travail gouvernemental, le président de la République est revenu sur la tenue les 6 et 7 septembre 2019 d'un séminaire gouvernemental pour accélérer la mise en œuvre optimale des projets et réformes phares du PSE dans le but de mieux prendre en charge les aspirations et préoccupations des populations. À ce sujet, il a demandé aux membres du gouvernement de fonder leur action sur le sens du devoir, la résilience, le pragmatisme et le patriotisme, tout en les exhortant à accentuer la matérialisation rapide sur le terrain des programmes, projets et politiques publiques à la satisfaction des Sénégalais. Le chef de l'État a remercié et félicité les ministres ainsi que l'ensemble des participants pour la qualité des présentations, exposés, échanges et recommandations. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a évoqué les fortes pluies relevées ces derniers jours sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que les inondations et dégâts matériels qu'elles ont provoqués dans de nombreuses localités du pays. Il a rappelé aux membres du gouvernement impliqués l'urgence de prendre toutes les dispositions requises pour renforcer la mobilisation des services afin d'amplifier l'exécution des opérations de pompage et la libération des canaux de drainage et d'évacuation des eaux pluviales dans les zones affectées. Il a également demandé à tous les ministres concernés de prendre les dispositions idoines pour apporter immédiatement l'assistance adéquate aux populations sinistrées. Il a notamment instruit le ministre de l'Eau et de l'Assainissement d'engager l'audit de tous les ouvrages d'assainissement sous le contrôle de l'ONAS et d'entreprendre l'exécution d'un plan de réhabilitation des infrastructures concernées.
abordant la mise en œuvre du PAP 2 du PSE, notamment le PSE vert et les initiatives présidentielles zéro déchet et zéro bidonville. Le président de la République a demandé au ministre des Finances et du Budget de prendre toutes les dispositions appropriées afin d'allouer les fonds d'amorçage pour opérationnaliser les programmes indiqués en veillant au lancement rapide des activités de l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille verte. Au sujet de la régulation et du développement du secteur touristique, le chef de l'État s'est félicité de l'élection du Sénégal au Conseil mondial du tourisme. Il a rappelé l'importance qu'il accorde à ce secteur en le plaçant au cœur de ses actions pour une croissance forte, inclusive et créatrice d'emplois décents. Le président de la République a salué la finalisation du recensement national et du classement des établissements touristiques. Il a enfin invité le ministre du Tourisme et des Transports aériens à intégrer le plan de développement d'Air Sénégal SA dans la stratégie de repositionnement de la destination Sénégal. Le chef de l'État a clôturé sa communication en informant le Conseil de l'audience qu'il a accordé à Yokohama en marge du TICAD, la TICAD 7, à notre compatriote El Hadji Ciss, secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, qui a offert sa collaboration, ou bien la collaboration du CICR sur 3 domaines importants que sont la sécurité routière, la préparation aux catastrophes naturelles et la gestion des crises et la migration clandestine. Puis au titre des communications, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a fait une communication sur la pertinence des contenus du séminaire gouvernemental tenu les 6 et 7 septembre dernier et rappelé les directives présidentielles issues des conseils des ministres précédents. Le ministre des Finances et du Budget a fait le point sur le budget programme. Le ministre de l'Agriculture a fait une communication sur la pluviométrie et la campagne agricole. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a fait une communication sur les mesures prises pour une solution durable sur la brèche de Saint-Louis. Le ministre de l'Enseignement supérieur a fait le point sur la rentrée universitaire. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication sur l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur les partenariats publics-privés. Le ministre de l'Industrie a fait le point sur l'extension de l'accréditation de l'Institut de technologie alimentaire. Le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement a fait le point sur la situation des inondations. Le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait une communication sur les projets phares. Le Conseil a pris beaucoup de mesures individuelles aujourd'hui. D'abord, M. Khadim Anne, administrateur civil, matricule de solde 661-352A, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, en remplacement de M. Amadou Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Baboukar Mundor Ngom, administrateur civil, matricule de solde 661-345C, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Kaolack, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Diourbel, chargé des affaires administratives, poste vacant. M. Cheikh Ndiaye, administrateur civil, matricule de solde 661-351B, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé des affaires administratives, en remplacement de M. Amadou Koumbandiaï, appelé à d'autres fonctions. M. Abouba, administrateur civil, matricule de solde 661-348F, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Kédougou, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kaffrine, chargé des affaires administratives, poste vacant. Madame Fatou Mokhtar Fall, administrateur civil, matricule de solde 681-543E, précédemment adjoint au préfet du département de Bourg, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé du développement en remplacement de M. Hadim Anne, appelé à d'autres fonctions. Madame Maud Manga, administrateur civil, matricule de solde 681-545G, précédemment adjoint au préfet du département de Dakar, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kaolack, chargé du développement en remplacement de M. Boubacar Mundor Ngom, appelé à d'autres fonctions. M. Mohamedou Lamine Niane Mané plutôt. Mohamedou Lamine Mané, administrateur civil, matricule de solde 510-188C, précédemment préfet du département de Mbaké, est nommé préfet du département de Kébémer en remplacement de M. Madjobka, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
M. Pape Demba Diallo, administrateur civil, matricule de solde 513 117 Z, précédemment préfet du département de Tambacounda, est nommé préfet du département de Matam en remplacement de M. Diadja, appelé à d'autres fonctions. M. Diadja, administrateur civil, matricule de solde 616 324 F, précédemment préfet du département de Matam, est nommé préfet du département de Kolda en remplacement de Mokhtar Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Mokhtar Diop, administrateur civil, matricule de solde 513 398 E, précédemment préfet du département de Kolda, est nommé préfet du département de Mbaké en remplacement de M. Mohamedou Lamine Mané, appelé à d'autres fonctions. M. Mamles Kabou, administrateur civil, matricule de solde 616 303 E, précédemment préfet du département de Kaffrine, est nommé préfet du département de Tambacounda en remplacement de M. Pape Demba Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Amodoun Diop, administrateur civil, matricule de solde 606 107 D, précédemment préfet du département de Ranérou, est nommé préfet du département de Kaffrine en remplacement de M. Mamles Kabou, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Gueye, administrateur civil, matricule de solde 608 883 K, précédemment préfet du département de Malem-Hodar, est nommé préfet du département de Ranérou en remplacement de M. Amodoun Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Ahmadou Koumbandiaï, administrateur civil, matricule de solde 624 576 D, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Goudiri en remplacement de M. Abou Sow. M. Amadou Diop, administrateur civil, matricule de solde 624 540 G, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Malem-Hodar en remplacement de Mamadou Gueye, appelé à d'autres fonctions. M. Mohamedou Lamine Mané, administrateur civil, matricule de solde 510 188 C, précédemment préfet du département de Mbaké, est nommé préfet du département de Kébémer en remplacement de Madjoka, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Pape Demba Diallo, administrateur civil, matricule de solde 513 117 Z, précédemment préfet du département de Tambacounda, est nommé préfet du département de Matam en remplacement de M. Diadja, appelé à d'autres fonctions. Et puis, M. Amadou Diop, administrateur civil, matricule de solde 624 340 G, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Malem-Hodar en remplacement de M. Mamadou Gueye, appelé à d'autres fonctions. Voilà, il y a eu quelques répétitions que vous avez préféré de ne pas lire d'Araba. Merci pour la lecture de ce communiqué du Conseil des ministres. Un communiqué signé chez le ministre porte-parole du gouvernement Deitike Ndiaye Diop. Et nous allons reparler du dernier temps fort de la visite du chef de l'État à Brazzaville. Avant de quitter la capitale congolaise, le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise du Congo. Nos compatriotes lui ont exprimé leur satisfaction pour le travail qu'il est en train de faire à la tête du Sénégal, avec notamment une diaspora bien prise en compte. Tout en les remerciant pour leur accueil, le chef de l'État les a exhortés à garder le comportement exemplaire dans les pays d'accueil. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Oumar Ninga. La mobilisation de la communauté sénégalaise du Congo témoigne de l'attachement de nos compatriotes au président Macky Sall. Les retrouvailles ont donc été mises à profit pour d'abord souhaiter la bienvenue au président en terre congolaise. Jeunes, femmes et responsables d'autres associations se sont succédés au pupitre pour exprimer leur satisfaction au président Macky Sall pour les performances remarquables notées dans les politiques publiques au Sénégal, avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui réserve une part considérable à la diaspora, devenue 15e région du Sénégal, avec des représentants à l'Assemblée nationale. L'occasion a été tout de même saisie pour sensibiliser le président de la République sur les quelques problèmes liés notamment aux cartes de séjour au Congo. Sur ce point précis et d'autres touchant leurs conditions de séjour, le président Macky Sall a pris bonne note et promis de prendre en charge
ses doléances. Auparavant, le président Macky Sall a salué le comportement exemplaire de nos compatriotes dans leur pays d'accueil, tout en les sensibilisant à rester dans cette posture. À l'entame de son propos, le chef de l'État a remercié son homologue, le président Denis Sassou Nguesso, pour son accueil convivial et chaleureux en terre congolaise. Nous parlons coopération à présent. Le Sénégal et l'Espagne ont présenté ce matin leur prochain cadre d'association au pays. Il s'agit des engagements en matière de coopération pour les 5 prochaines années. La signature du CAP cadre d'association au pays dans les prochains jours prévoit une augmentation de la contribution espagnole au Sénégal à hauteur de 84 milliards de francs CFA. Les précisions de Youssouf Kaba. Cette augmentation découle de l'excellence des relations entre les deux pays et de l'intérêt de l'Espagne d'apporter son concours à la réalisation de la seconde phase du plan Sénégal émergent. Madrid souhaiterait également s'aligner sur les politiques publiques nationales axées à l'agenda 2030. Il y aura pour cette nouvelle période une augmentation de 125% par rapport à l'enveloppe financière de la période précédente. La période précédente, c'était environ 50 millions d'euros et pour cette prochaine période, l'enveloppe sera de 84 milliards de francs CFA. L'évolution de l'aide officielle au développement de l'Espagne destinée au Sénégal entre 2001 et 2019 a atteint la barre des 277 milliards de francs CFA. Cela reflète l'importance et la place de notre pays au sein de la coopération. Nous avons ces dernières années beaucoup travaillé avec la coopération espagnole. Nous avons fait beaucoup de progrès dans le domaine de la maîtrise de l'eau. C'est ce qu'on a retrouvé à travers l'ANIDA, les fermes Natangué, maîtrise de l'eau et emploi des jeunes. Donc c'est une coopération très dynamique et nous pensons que les prochaines années, c'est-à-dire 2019-2023, nous allons consolider et bien sûr diversifier notre coopération avec l'Espagne. À la suite des mois de concertation tripartite, 3 priorités ont été dégagées. Il s'agit de l'appui aux producteurs agricoles, l'appui au processus de décentralisation et celui au renforcement de la résilience des populations vulnérables. Développement communautaire, le PUDC séduit la Sierra Leone et le Libéria. Une forte délégation de ministres et d'officiels des deux pays séjourne au Sénégal pour s'inspirer des réalisations du programme d'urgence de développement communautaire. La délégation s'est rendue à Diourbel et à Fatick. On fait le point avec Salou Sek. Koba Diop, symbole de l'impact du PUDC sur le monde rural. Située dans le département de Diourbel, cette petite bourgade du Baol a beaucoup profité des interventions du programme d'urgence de développement communautaire. En témoigne ce moulin à 1000 qui est désormais fonctionnel 24 heures sur 24 et ses poteaux électriques. Pour témoigner leur reconnaissance au gouvernement, les populations ont dû cesser toute activité agricole ce matin. Sous l'arbre à palabre, elles expliquent comment les problèmes de l'accès à l'électricité, à l'eau potable, à l'allègement des travaux des femmes sont aujourd'hui réglés par le PUDC. Leurs interlocuteurs sont du Libéria et de la Sierra Leone, venus au Sénégal pour s'inspirer du modèle PUDC. Mais il n'y a pas qu'à Kobo Diop où le PUDC fait école. À Darundiaï aussi, dans le département de Gossas, région de Fatick, les réalisations du programme impressionnent les visiteurs. Nous avons été impressionnés par ce projet que gère et coordonne le programme des Nations Unies pour le développement. Et nous sommes donc venus avec plusieurs ministres pour voir par nous-mêmes, de nos propres yeux, ce qui se fait dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire. Le développement, c'est ça. C'est pour le peuple. Il s'agit de faire quelque chose pour la communauté. Vraiment, je félicite les Sénégalais d'avoir pris le taureau par les cornes. Ici, comme dans les autres villages, le programme a réussi à organiser les populations pour la gestion des équipements et autres infrastructures, un modèle de gestion communautaire qui fait tache d'huile en Afrique. Dans mon pays, je suis en plein réforme institutionnelle pour savoir comment réformer le ministère de l'hydraulique pour pouvoir apporter de l'eau dans les zones rurales. Or, je vois ici qu'ils sont parvenus à faire une espèce de participation communautaire par laquelle ce sont les personnes elles-mêmes qui gèrent les infrastructures rurales d'hydraulique.
operational maintenance to the rural communities. National Development Plan for the next 5 years. And it's pretty much in line with Cette visite nous a permis de savoir que les objectifs du développement durable et le programme de l'Union africaine pour l'agenda 2063, on peut les régler plus facilement en s'inspirant d'un programme comme celui-ci. Libéria et Sierra Leone, deux pays ouest africains sur le modèle sénégalais en matière d'infrastructures rurales. La coopération sud-sud est bien en marche. Mettre tous ces services, toutes ces infrastructures dans un programme pour l'équité sociale, l'équité territoriale et aussi pour le développement communautaire, bien sûr, constitue un exemple qui peut être répliqué par tous les pays qui, bien sûr, sont confrontés à ces mêmes problèmes. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous recevons ces deux délégations pour leur montrer effectivement ce que nous avons pu faire, la genèse du programme, sur les résultats, sur son utilité et sur les perspectives. Nous sommes en train de travailler sur la deuxième phase. Il y a certains contrats qui sont signés. À la fin de l'hivernage, les travaux vont démarrer pour la deuxième phase. Le PUDC est désormais un modèle à exporter. À ce jour, plus d'une dizaine de pays sont venus s'inspirer du programme. Après leur visite à Fatick et à Diourbel, les membres de la délégation de la Sierra Leone et du Libéria ont été reçus par les responsables du PUDC à Diamniadio. Ils ont réitéré leur souhait de s'inspirer de l'expérience de ce modèle de développement communautaire. Compte rendu, Cheikh Bamba Gueye. Une réunion de partage d'informations mais également d'expériences sur le modèle sénégalais en matière de développement communautaire. Les délégations sierra-léonaises et libériennes ont été convaincues et séduites par les résultats du PUDC en si peu de temps. Pour le Sénégal, le PUDC fait des émules aujourd'hui en Afrique, un modèle qui peut être répliqué partout. Le PUDC a été conçu, qui est une innovation, a été conçue par le chef de l'État justement pour lutter contre les inégalités d'ordre territorial. Et c'est fort heureux que cette expérience qui est devenue une success story au niveau de l'Afrique puisse faire des émules et que les pays frères du Libéria et de la Sierra Leone viennent s'en enquérir pour en faire un modèle dans ces pays. Ces officiels libériens et sierra-léonais partent réconfortés par les résultats probants fournis en un temps record partout dans le monde rural. Ils comptent répliquer ce modèle du PUDC dans leur pays. Après l'affaissement d'une partie du collecteur Anne Fan, l'ONAS a démarré la démolition des habitations construites sous l'emprise de l'ouvrage aux HLM 4. Ce collecteur, je le rappelle, de 3 mètres de profondeur est vieux de 70 ans et constitue aujourd'hui une menace pour les riverains. C'est un reportage de Fatou Diouf. Une pelle mécanique en action. Il faut démolir tous les bâtiments construits sur le tuyau du collecteur de Fan Anne. Alertés par l'effondrement d'une partie du collecteur dans la nuit du dimanche au lundi, les autorités compétentes ont aussitôt pris des mesures urgentes. Délivrer des sommations aux occupants et procéder à la démolition de ponts de maisons et boutiques aux HLM 4. Lorsque nous avons constaté l'affaissement ici au niveau de HLM 4, hier, j'ai pris sur moi, sur instruction bien sûr des plus hautes autorités, de délivrer des sommations d'usage pour que les propriétaires puissent procéder à la libération des emprises. Donc l'opération que nous faisons aujourd'hui peut être rangée dans cette catégorie consistant à libérer les emprises pour que les travaux de réfection entre deux regards puissent se faire normalement. Ces personnes qui ont construit sur le collecteur savent qu'ils n'ont pas raison. J'ai entendu tout à l'heure parler de je ne sais pas, compensation ou quoi. Mais j'ai dit, les gens le savent. Quand quelqu'un n'a pas une autorisation de construire, c'est déjà un élément important. Je pense que moi, en tout cas, à mon niveau, les populations doivent en tout cas comprendre ce qui sont sur le collecteur. Et ça fait depuis 2010, cette affaire, nous l'avons discutée ici. Cette conduite vieille de plus de 70 ans relève du domaine public. Par conséquent, les occupants ne peuvent faire l'objet d'indemnisation. Il s'agit du domaine public, donc je ne suis pas dans une posture d'indemnisation. Parce que comme je l'ai dit, le domaine public ne peut faire l'objet d'une appropriation privée. Un canal est par détermination de la loi relève du domaine public. Donc c'est comme si vous dites que quelqu'un est indemnisé sur la voie publique ou bien sur le chemin de fer. Ils ont été sommés légalement et c'est dans ce sens que nous avons pris les dispositions
Les panneaux ont été affichés sur les murs. Mais vous voyez, quand on vous affiche un panneau et vous construisez en étage, ça veut dire que vous ne considérez même pas ce que les gens vous disent. Aujourd'hui, s'il y a catastrophe, on dit c'est l'État. Où est le maire? Où est le préfet? Je dis c'est pas normal. Je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'affaissement d'une partie du collecteur de Fan An, un véritable danger public. 300 000 personnes sont menacées par le gaz SHS qui est très toxique. Sont concernées les communes des HLM, Bop, Grand Dakar et Fan. Après ces travaux, des mesures d'accompagnement seront prises pour la sécurisation du collecteur de l'ONAS. Et puis le directeur général de la Sénélec me rassure sur la fourniture en électricité de la grande mosquée Massalikul Jinan. Pape Demba Bitèye était sur le site pour voir le dispositif mis en place par les équipes techniques de Sénélec un peu plus de 2 semaines avant l'inauguration de l'édifice. Ibrahima Diédhiou. La puissance installée au niveau de la mosquée Massalikul Jinan s'élève à hauteur de 198 kW. Disons à peu près 250 kVA et qui sera alimenté depuis un poste transfo de 630 kVA dédié à cet effet. Rien n'est laissé au hasard. La Sénélec se met déjà au rendez-vous du 27 septembre. Nous avons installé ici un poste avec 3 arrivées de 3 postes haute tension, donc pour sécuriser l'alimentation. Il a été procédé aussi à l'installation d'un transformateur pour l'alimentation provisoire du chantier. Ce poste-là, bientôt, va alimenter le poste principal de la mosquée, donc qui pourra desservir la mosquée en temps normal, avec une puissance de 1600 kVA. Afin de satisfaire la demande en électricité le jour de l'événement et après, la Sénélec et la société en charge des travaux ont mutualisé leur expertise. Il a été prévu de sécuriser encore la mosquée elle-même, les alentours de la mosquée, le lieu d'habitation du calife et bien sûr les zones environnantes du site. On aura un transfo qui serait dédié exclusivement à la mosquée et le branchement sera direct. Et à ce niveau-là, on est bien rassuré par les services de la Sénélec. On a prévu de déployer des équipes de permanence qui seront sur le site de la mosquée, aux alentours de la mosquée et sur le site qui doit accueillir le calife. 3 jours avant et 2 jours après l'événement. Pour les lustres, la climatisation, la régie, entre autres. Nous avons des luminaires, beaucoup de gros lustres que vous verrez même dans l'enceinte de la grande mosquée et qui consomment énormément, 12 000 watts. Et nous avons aussi de la climatisation. Dans les salles d'accueil, à l'intérieur, à l'enceinte de la mosquée, dans les salles de prière, il y aura des unités de climatisation. Plus de 10 000 mètres cubes. 10 000 mètres cubes en volume. Une fierté que certains ont du mal à cacher. Beaucoup de fierté de savoir qu'on fait partie des Sénégalais qui ont eu à contribuer à un tel ouvrage. Vu que le site est dédié pour être ouvert aux étrangers qui viendront découvrir cet ouvrage réalisé par l'expertise locale sénégalaise. Le directeur général de la Sénélec et son équipe se sont engagés à tout mettre en lumière pour faire de l'inauguration de cette mosquée un grand moment de ferveur dans le professionnalisme. Pour l'heure, le soleil éclaire déjà le site. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes évalue la première phase d'exécution de ces financements. Première étape, Diourbel, où le délégué général a insisté sur l'importance du recouvrement des prêts. Cette région est à 27%, là où le taux au niveau national est à 60%. Au cours d'un CRD, les élus locaux se sont engagés à sensibiliser les populations. Oumoukal Somsal. Un an après le début des financements, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes engage l'évaluation. La pérennité de ce fonds est dans le remboursement des crédits. 60%, c'est le taux de recouvrement au niveau national avec des gaps entre les régions. Et on a commencé par Diourbel, ce n'est pas parce que Diourbel est le mauvais élève. Il y a des régions qui sont à 17-18%, mais aujourd'hui Diourbel est à autour de 27%, là où Ziguinchor est à 90%. C'était juste une campagne pour sensibiliser. Et si les personnes
ne font pas le travail de leur propre volonté, on enclenche la phase contentieuse avec nos huissiers et après on mettra la Société nationale de recouvrement sur le coup. L'heure est encore à la sensibilisation. À Diourbel, l'implication et l'engagement des élus ne font pas défaut. De la solvabilité de la région dépendra sa performance dans la deuxième phase des financements de l'ADER pour 2019-2020. C'est de l'argent public, c'est de l'argent pour tout le monde. Donc, il n'est pas question qu'on accepte qu'une partie de la population s'en accapare et laisse l'autre partie. Donc, nous avons pris des engagements fermes au niveau de nos associations des maires, aussi bien de Diourbel, Bambey que Mbacké, pour discuter avec les populations et accompagner toutes nos populations et rembourser comme tout le monde à des taux vraiment raisonnables. Et Diourbel pourrait bénéficier de pas moins de 2 milliards. Comme l'année dernière, ils ont eu 1,8 milliard. Et cette année, si tout se passe bien, si le remboursement suit le cours, Diourbel pourrait doubler son enveloppe. Le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes de rappeler le caractère apolitique de ce fonds. Pour rappel, 30 milliards de francs CFA ont été investis dans la première phase d'exécution de ce programme entre 2018 et 2019. L'audience papale, un moment inoubliable pour les pèlerins catholiques sénégalais à Rome. Ils ont pris part ce mercredi à la sortie publique du successeur de Pierre. Occasion pour eux d'exprimer leur souhait d'accueillir un jour le pape François au Sénégal. Envoyés spéciaux Jérôme Gomis et Agnès Nyanyamane. Après avoir honoré Saint-Pierre, les pèlerins de l'Annonciation ont rencontré son successeur, le pape François. Dans une audience pontificale accordée au public, le pape François a salué et encouragé les pèlerins sénégalais. Ces derniers, drapelés aux couleurs nationales à la main et accompagnés par l'ambassadeur du Sénégal près du Saint-Siège, étaient logés au premier rang des pèlerins à la place de Saint-Pierre. Durant l'audience publique, le souverain pontife, dans son discours, a magnifié la forte délégation sénégalaise dirigée par l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye. Après plus de 2 heures d'audience publique, le successeur de Pierre s'est déplacé auprès des pèlerins sénégalais pour immortaliser ces moments de grâce. Les pèlerins ont été porteurs durant les échanges avec le pape de l'espoir du peuple sénégalais d'accueillir un jour le souverain pontife. Autre haut lieu du pèlerinage, la basilique de Saint-Paul. Elle fait partie des églises dites hors les murs, c'est-à-dire situées à l'extérieur des remparts de Rome. Construite à l'emplacement de la tombe de Saint-Paul, on y retrouve le sarcophage qui contient les dépouilles de l'apôtre ainsi qu'une chaîne composée de 9 anneaux faisant partie de la chaîne qui avait retenu Saint-Paul prisonnier à Rome selon une tradition ancienne. À présent, un tour d'horizon de l'actualité internationale qui nous mène en Afrique du Sud et en Tunisie. Mais la première destination chez la RDC, le déraillement d'un train dans le sud du pays, a fait au moins 50 morts. Le récit de Sidina Alunfal. Au moins 50 personnes sont mortes ce jeudi dans le déraillement d'un train dans le sud-est de la République démocratique du Congo, dans le Tanganyika. Le bilan est provisoire. Les déraillements de trains de marchandises sont fréquents en République démocratique du Congo. Ils sont souvent pris d'assaut par des passagers clandestins. Les autorités ont prévu de se rendre sur les lieux de l'accident ce vendredi. Environ 200 migrants nigérians ont été rapatriés d'Afrique du Sud après la vague de violences xénophobes de ces derniers jours. De nombreux pays africains ont vivement condamné ces événements. La présidence nigériane a donné des instructions pour l'évacuation immédiate de tous les Nigérians qui souhaitent rentrer au pays. Les Tunisiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour le scrutin présidentiel. 26 candidats sont en lice pour cette deuxième élection présidentielle au suffrage universel direct. Les Tunisiens nourrissent beaucoup d'espoir de renouveau. Bon nombre d'entre eux estiment que le nouveau chef de l'État devra être en mesure de mettre en place des outils de changement. La relance de l'économie est au cœur des programmes des différents candidats. Retour au Sénégal pour parler de ce camp de vacances pour 60 enfants pris en charge par la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Ils vont passer 8 jours sur la Petite Côte, une façon d'encourager ces enfants qui ont obtenu de bons résultats scolaires. Aminata Bengafal. C'est 60 enfants confiés sur décision judiciaire au centre d'accueil de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale vont passer 8 jours dans un camp de vacances à Mbour.
Cette initiative, soutenue par le chef de l'État, va permettre à ces enfants de s'épanouir dans un cadre touristique agréable et sécurisé. Ces vacances sont offertes aux enfants par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui, au lendemain de la célébration de la journée de l'enfant africain du 16 juin 2019, leur avait octroyé la somme de 5 millions de francs CFA. Une enveloppe supplémentaire de 1 million a été rajoutée à ces 5 millions par moi-même. Ces enfants en situation de vulnérabilité ont été choisis grâce à leur performance scolaire, une façon pour la DESPS de les encourager. Ces enfants sont très nombreux, mais il nous a fallu cultiver le culte de l'excellence. Ceux qui sont partis tout de suite pour la colonie de vacances, ce sont des enfants qui ont eu d'excellents résultats scolaires avec des moyennes qui suscitent respect et admiration. Et c'est des enfants aussi qui ont eu un comportement admirable. Nous ne ménagerons aucun effort pour mériter l'honneur qui nous était fait, en renouvelant d'efforts tant du point de vue de nos résultats scolaires, professionnels que comportementaux. Durant ces jours de vacances, des visites, découvertes et autres activités culturelles et sportives sont prévues. Tout un programme concocté par les organisateurs au grand bonheur des colons. Et pendant ce temps, les enfants du personnel du ministère de la Jeunesse viennent de boucler leur colonie de vacances après 21 jours marqués par des thématiques axées sur la citoyenneté. Ibrahim Ndong nous en parle. Une démonstration synonyme de la maîtrise des connaissances acquises durant toute la période de la colonie. Ils sont au total 150 enfants du ministère de la Jeunesse à bénéficier d'un séjour dans ce cadre, un chanteur. Ce que j'ai appris, c'est qu'un enfant doit être respectueux, qu'il doit respecter ses parents et les personnes âgées. Ne pas jeter les ordures dans la rue et aussi ne pas courir dans le couloir parce que ça peut nous blesser. Pendant 21 jours, différentes thématiques ont été abordées par les moniteurs avec en toile de fond la citoyenneté. On a beaucoup parlé de cette citoyenneté avec les jeunes parce qu'on sait que c'est un grand problème au Sénégal. On en a profité donc pour sensibiliser les enfants, pour faire donc chaque jour, on a eu à donner des pensées du jour pour plus sensibiliser les enfants sur cette problématique qu'est l'incivisme. Alors aujourd'hui, on leur demande donc de tout faire pour qu'ils soient imbus de civisme pour pouvoir donc développer le Sénégal, Inch'Allah. Les enjeux éducatifs qui sous-tendent l'encadrement des enfants en colonie de vacances nécessitent l'établissement d'une grille générale des activités dont la viabilité est conditionnée par la durée raisonnable du séjour, du respect de la période de cet apprentissage dépend de l'efficience de nos efforts pour ancrer chez nos enfants le civisme et la citoyenneté à travers une culture des actes profitables au développement durable et à la consolidation de nos valeurs humaines, de solidarité et de commune volonté de vivre en communion. Venu clôturer la colonie, le ministre de la Jeunesse a aussi magnifié le travail abattu par les encadreurs. Je vous félicite et vous remercie pour la générosité dont vous avez fait montre dans l'encadrement pédagogique de nos chers enfants. Cependant, je voudrais aussi vous suggérer une chose, puisque chaque parent vous a envoyé son enfant avec une fiche de renseignement, il serait d'un intérêt éducatif que chaque enfant puisse retourner à la maison avec une fiche contenant des recommandations aux parents pour la pérennisation des acquis obtenus durant le séjour ici à Mbour. Pour ce dernier jour de colonie, ils étaient nombreux les parents à effectuer les déplacements, une occasion de découvrir le talent caché de leurs enfants. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très bonne soirée sur la RTS1.